Quand on démarre et qu'on se dit je m'embarque dans un projet fou, c'est sur soi qu'on compte. La dynamique, elle vient de la personne qui a choisi de le faire. Et puis après, je pense que les gens m'ont énormément aidé. Voilà, madame. Même dans une région où j'ai débarqué seule et sans que les gens me connaissent, en moins d'une semaine, ils m'ont donné des coups de main. Mais je crois que c'est l'énergie qu'on a chacun en nous-mêmes qui fait qu'on va pouvoir transmettre quelque chose. Mais si à un seul moment on a un doute, on laisse transparaître quoi que ce soit, c'est foutu, on n'a pas le droit, on a fait un choix, il faut foncer. La première vigne que j'ai prise donc en fermage, je me rappelle, je taillais la vigne et je réfléchissais au vin que je voulais et je taillais la vigne dans cette optique-là. C'était une toute petite vigne de 25 arts, ça fait à peu près 800 pieds, mais j'ai passé des heures et des heures pour réussir à faire ce que je voulais faire. Et bon, et j'ai été bien récompensé lors de la vinification, tout ça. J'ai assez vite senti qu'il y avait une très bonne matière première. Voilà. J'avais 4000 € sur mon compte en banque quand j'ai commencé, donc avec ça on fait pas grand chose. Mais bon, faut y croire, c'est la base. Hein. Si on n'y croit pas soi-même, on peut pas y arriver. Quoi. Donc faut y croire, s'accrocher. Moi j'étais le seul à y croire, mais bon j'y croyais, donc c'était le plus important. Hein. Mais faire du vin, c'est surtout une histoire de culture et de philosophie. Il faut savoir le vin qu'on veut faire et le vin qu'on aime. Et puis voilà, puis après être persuadé de tout ça et aimer son vin et puis pour être capable de le défendre quand il faut le défendre. Quand je suis arrivé ici sur le domaine, bon, mes parents faisaient du vin depuis 30 ans et j'avais envie de faire mon vin. Donc j'ai eu la chance d'avoir des vignes que j'ai pu acquérir et faire avant tout ma propre culture de vigne. Et ensuite ma propre vinification, mes propres assemblages. Et en quelque sorte prouver que je pouvais faire du vin de mon côté, à mon image, hein, comme j'avais envie de le faire. On est à l'abri. Mon père était très intéressé par mon projet et pour lui c'était bien parce que je ne le dérangeais pas dans sa façon de travailler et le fait que je me sois installé, ça permet de faire mes armes en quelque sorte, de prouver que j'arrive à tout faire de A à Z. Voilà. Aussi bien de la vigne jusqu'à la commercialisation du vin. Hein. Je me suis toujours dit que j'allais rentrer en Corse, ça c'est sûr. M'occuper des terres de famille, ça c'est sûr aussi. Et oui, c'était une évidence. Enfin c'est le sentiment d'appartenance aussi, hein, c'est ça, c'est très fort en Corse. Hein. C'est une question aussi de caractère, hein, parce que moi je suis assez solitaire, j'ai pas trop de mal à rester seule. Et j'aime bien la propriété, j'aime bien diriger aussi, contrôler les vignes à cette époque, voir un peu l'état d'avancement de la vigne. Essayer de faire des comparaisons entre les années, se remettre en question quoi, tout le temps, ça c'est intéressant. Et après, ce que j'aime, c'est la polyvalence en fait, du métier. Voilà. Ma grand-mère avait des vignes, maman en a hérité et malheureusement, la génération de ma mère, il y a eu un petit peu un marasme dans le milieu viticole et le vin ne se vendait plus très bien. Et donc, elle a éliminé beaucoup d'hectares de vignes. Et donc, sur cette propriété, il n'y avait plus rien. Et en 2000, avec mon ex-mari, nous avons replanté une douzaine d'hectares de vignes. Et maintenant, ma fille aînée a pris la suite et c'est elle maintenant le chef d'exploitation et elle gère cette vigne de main de maître.
Bon, que ce soit ma grand-mère, ma mère et moi-même, je dirais que nous ne sommes pas non plus très très au courant de la vinification. Je pense que les jeunes générations le sont beaucoup plus. C'est pas nous qui faisions vraiment le vin. Nous avions quand même un maître de chai. Voilà, donc, C'est très agréable de voir son vin sur des tables et de voir les gens l'apprécier. C'est extraordinaire parce qu'on voit d'où ça vient. Presque chaque bouteille, on l'a presque tout pris à la main. Donc, c'est ça. Celle-ci, je l'ai eue entre mains. Voilà. Non, mais c'est extraordinaire quoi, de pouvoir se dire qu'on a créé ça. Et derrière tout ce qui est autour, et même parfois, ce qui est bien, c'est que ça nous échappe. C'est-à-dire que les gens sentent des choses, une dimension même qu'on n'aurait même pas senti. Et c'est ça ça transcende, quoi. Enfin, c'est vrai, moi, je vois. Vous sentez la passion dans ces propos. Il y a des choses, non, mais c'est vraiment extraordinaire, quoi, vraiment. Et les gens, même voilà, ce soutien qu'ils ont au vin, enfin cette passion qu'ils ont parfois pour la dégustation de notre vin, qui fait que ça motive encore plus, quoi. Ça c'est sûr. Enfin, c'est un cercle vertueux. C'est clair. Ce dont je rêvais, c'était vraiment avoir une ferme, pouvoir élever quelques bêtes. C'est donc pour un choix de vie, hein, avoir mon jardin et puis un endroit où on est tranquille, on n'a pas forcément de voisins. Et donc j'ai cherché un moment, je savais que je voulais m'installer. Puis je cherchais un petit moment et c'est vrai que je suis arrivée ici. J'étais pas descendue de la voiture et puis ça a été le coup de cœur. Alors je me demandais si c'était de la naïveté au début. Je me disais peut-être que ça n'existe pas le coup de cœur en fait. Et puis si, donc je suis arrivée ici vraiment gros coup de cœur et la ferme était dans un état totalement délabré avec des murs à refaire, des murs porteurs à refaire. Donc je suis arrivée là et je me suis dit il faut quand même être raisonnable. Si la toiture est à refaire, ça va pas être possible, étant donné que ça fait une surface de 550 mètres carrés. Et puis la toiture elle était bonne, alors j'ai foncé. Je suis arrivée ici, les premières vignes que j'ai eues, donc je travaille, c'est la 3e année maintenant que je les travaille. Je suis arrivée avec mes idées donc de faire du bio, tout en me disant je vais rester raisonnable parce que je ne connais pas ni les terroirs ni les cépages, je ne suis pas de la région. Et en fait, ça s'est très très bien passé, mais j'ai passé beaucoup de temps à observer la vigne. On travaille avec la nature, même si elle est bien conditionnée en viticulture. On voit bien que c'est quand même au carré, on la met en concurrence, on lui dit de pousser comme ça, etc. Et je crois que de toute façon, si moi je la vois bien, si je la vois bien verte, avec peu de maladies, en essayant le labour avec le cheval, en essayant le 100% bio. C'est là où je me dis je suis contente parce que l'agriculture ou la viticulture, je la conçois pas autrement que sans engrais chimiques, sans tous ces produits. Mon idée à moi, c'est qu'on fait du vin avec le raisin et avec cette matière première, si elle est belle, et qu'on la préserve au maximum, qu'on la travaille en douceur. On n'a rien à faire, on a juste à suivre le raisin. Et l'objectif, oui, c'est vraiment de retrouver ces résultats dans les vins et de sentir ces sols et de se dire, oui, j'ai travaillé de telle façon et je le sens dans le vin.
les belles choses, elles ne sont pas faites dans l'abondance, elles sont souvent faites avec peu de moyens. On essaie de tirer la vraie expression de notre matière première, aussi humble soit-elle, on travaille au maximum pour en tirer la vérité, pour la sublimer. Moi, à la base, j'ai fait du vin comme quelqu'un qui a de l'argent, quoi, comme quelqu'un de riche, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à travers mes choix à la fois culturaux, de vignes, mes rendements, les fûts que j'achète, tout ça, l'argent qui est dépensé pour faire le vin, voilà, c'est un peu des choix entre guillemets de riches, quoi, des gens qui ont de l'argent, quoi. Parce que bon, j'accorde beaucoup d'importance à tous ces éléments-là, donc je fais un vin qui me coûte pas mal d'argent, qui coûte assez cher. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai du mal à tirer du bénéfice, parce que d'entrée, j'aurais pu me dire, bon voilà, j'ai fait du vin de façon, comment dire, plus de façon passionnelle que de façon rationnelle. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup le vin, je savais le vin que je voulais faire, et donc j'ai mis tous les moyens que j'ai pu, et même un peu ce que j'avais pas, pour y parvenir. Here's another look at the 2009. This has, again, got more of that smoky, toasty overlay, a little bit more influence from the wood, and it seemed in the finish to reinforce the slightly hard tannins of the vintage. Alors, fond d'Ambrasse 2010. Donc 90% Syrah, 10% Cinsault. 15 jours de macération. 15 jours de macération, voilà. Il est mis en bouteille depuis 8 jours. Et pas de demi-mouille. Non. Ça 400 commence litres. avec 10. Ouais. J'avais des 400 litres, mais pas de demi-muit. Premier You have demi-muit, the c'est... demi 400 in there, and then the demi-mouille just comes in with the 210. Voilà. Demi-muit, le premier, c'est 2012. Voilà. C'est le premier que j'ai acheté, là. C'est un bon mariage. Ouais, très bon. Ouais, ben, surtout avec les Syrah. Syrah aime bien les grands contenants. Ouais. Ok. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une région très, très, très intéressante. Et pour le futur, c'est... Et pourquoi elle est intéressante pour vous? Oui, parce qu'on découvre le talent personnel, mais aussi le terroir. Par exemple, ici. Il y a vraiment des choses à bouger dans le vin et elles sont en train de bouger, et notamment grâce à cette génération de jeunes gens qui viennent au vin pour plein de raisons. Chaque parcours est unique, atypique, et qui sont beaucoup plus intéressants finalement que les grands châteaux qu'on connaît depuis des dizaines, des siècles. Voilà. Donc c'est eux l'avenir. Ouais. Ils ont tous, ou presque, un côté idéaliste, c'est-à-dire qu'ils viennent là pour des raisons personnelles, passionnelles, de conviction. Et ils sont pas dans une optique business, même s'il faut gagner leur vie et qu'ils le savent très bien. Donc c'est un choix d'abord de passion. Et c'est une génération qui est passionnante également pour nous qui écrivons sur le vin, parce qu'ils tentent des choses, ils expérimentent des choses. Ils essaient aussi de retrouver peut-être un rapport plus direct à la terre, au terroir, pour utiliser un grand mot. Ils veulent faire parler le sol, et c'est un travail artisanal qui demande des moyens humains, donc ça va se retrouver dans le coût de la bouteille, mais c'est important, c'est là que ça se passe d'abord, à la vigne.
Ici, on le laisse. Donc c'est une très vieille vigne qui a poussé. Ces 2 bourgeons vont donner 2 rameaux. Et sur les rameaux fructifères, on va avoir 2 grappes. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les gourmands. Donc on va enlever ces gourmands qui vont pomper d'énergie, qui vont prendre de l'énergie à la vigne. Et celui-là, on enlève. Celui-là, on le laisse. Ok. Los dos. On laisse 2. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je reviens à des cépages anciens, tout simplement pour créer une diversité dans mon vignoble, une diversité du végétal et après, bien sûr, une diversité sur la palette aromatique de mes vins parce que chaque cépage a son identité, chaque cépage a son arôme de fruits différent et pour moi, plusieurs cépages dans mes vignes, plus la gamme aromatique de mes vins sera complexe. Voilà. Et revenir à des cépages anciens, c'est aussi faire perdurer ces cépages qui étaient quasi oubliés ces 15 dernières années. Voilà, pour moi, c'est, je pense, très important aujourd'hui de continuer à avoir cette diversité dans nos vignes. Donc c'est des vieilles variétés comme la counoise, le terré noir, le vacarès, le picardant. La génération de nos grands-parents utiliser des désherbants, c'était quelque part magique pour eux. Ils passaient 7 fois dans une rangée avec le cheval, avec le tracteur et un peu de désherbant. Ils ne sont passés plus qu'une fois. Et donc c'était quelque chose qui ne peut pas se faire autrement. Aujourd'hui, on arrête tous ces produits chimiques, on revient en arrière et on se heurte quelquefois aux grands-parents qui comprennent pas pourquoi on revient en arrière. Tout le monde est sensible à l'écologie à l'heure actuelle, et enfin j'espère. Et nous, les agriculteurs, on doit être les premiers à être irréprochables face à cette nature qui nous sert et qui nous nourrit chacun et qui sert à tout le monde. Mais là, je suis en train de regarder l'état sanitaire de la vigne d'abord. Donc, voilà, on est au printemps, c'est le moment où les maladies se déclarent, et notamment les maladies comme l'oïdium et le mildiou, qui sont des champignons. Là, je constate aucune maladie, aucune tache, donc je suis contente. Il y a eu de la grêle il y a 2 semaines, alors quelques feuilles sont abîmées, mais le reste ne l'est pas, ce qui a poussé après, donc c'est pas grave. Et le feuillage donc, est sain et homogène, pousse bien, ça va. Voilà, on a un rang propre, il n'y a pas d'herbe, on a réussi. Donc ça c'est important ouais, parce que effectivement quand il y a de l'herbe, il y a tout un microclimat qui se forme autour du pied et donc la chaleur autour des feuilles et c'est propice au développement des maladies. En agriculture biologique, on n'utilise pas de désherbants chimiques. On coupe l'herbe. Ensuite, on a des produits de contact et pas des produits pénétrants ni systémiques. Après, on peut aller un peu plus loin et utiliser des argiles, des décoctions de prêles, d'ortie. Notre génération, effectivement, elle prend conscience des enjeux écologiques, de la santé humaine. On ne cherche pas la solution de facilité, on cherche vraiment... c'est la passion quoi, qui guide tout ça. Je crois que... Après, c'est aussi l'orgueil. Me dire que le produit que j'ai est issu d'une agriculture conventionnelle, je n'arrive pas à regarder les gens en face, quoi, pratiquement. Et même mes ouvriers, je pense aussi à ça. Enfin voilà, c'est ça, c'est au niveau local. Mais au niveau des générations, c'est clair qu'il y a une prise de conscience quoi, de la santé humaine avant tout. Et après, de la santé des sols. Donc dans l'idée, c'était, suite aux visites que j'ai fait précédemment, d'essayer de vous faire réagir sur les itinéraires des uns et des autres. Par rapport aux problématiques que vous pouvez rencontrer, notamment une qui est assez récurrente, c'est le remplacement des manquants. Et la gestion de l'herbe. Quoi que vous preniez comme outil le plus parfait, que ce soit des couteaux, des lames,
que ce soit des cavillonneurs, que ce soit des petites dents, comme le tournesol, etc., il restera toujours un peu d'herbe. Donc ça, c'est Elisabeth. Il y a eu un passage de sirocco chez Elisabeth. Ouais, mais c'est Après sur la graine. moins d'1% du vignoble. Hein. Oui, Ouais, c'était léger quand même. Hein, ouais, même encore heureusement. moins, quoi. Parce que là, bon, on voit pas tellement sur la photo, mais tu as eu des brûlures sur les fleurs. Quand même. Ouais, quelques Ouais, fois, ouais. Alors la coulure qu'on parlait ce matin, et on peut quand même faire des choses, surtout sur les cépages un peu difficiles. Bon, c'est bien connu, c'est magnésium, bore, les deux éléments, si on veut schématiser un petit peu. Nous, on a tendance de plus en plus, pour ceux qui sont équipés, comme je expliquais avec les biodynamistes, on est très équipés avec un dynamiseur et de plus en plus avec des tisanières ou bricoler des tisanières. Donc on passe beaucoup en tisane, dynamisée. On a une prise de conscience, je crois, du fait qu'il faut avoir un rapport direct, immédiat à la terre, être vigneron, être artisan, être paysan pour faire des bons vins. Qu'on ne peut pas tout automatiser. Aujourd'hui, il y a des drones dans les vignes. On balance des drones pour voir si les raisins sont à maturité, etc. C'est pas ça qui fait du bon vin. Un vigneron, il peut aller goûter son grain et il saura s'il a maturité ou pas. Il faut se rapprocher de la plante, du fruit, pour arriver. C'est un travail beaucoup plus conséquent, évidemment. Si on met de l'argent, des grosses technologies pour surveiller la vigne, la protéger, la calibrer, ça fait des vins qui sont calibrés, mais ça fait pas des grands vins, ça fait pas des vins qui sont émouvants, ça fait des vins standards qu'on retrouve, qui sont rassurants. Les jeunes, la jeune génération dont on parlait, ils n'ont pas ces moyens-là, donc ils n'ont pas l'envie de toute façon de travailler de cette façon-là, ils ont envie de travailler comme on travaillait peut-être il y a 60 ans, je ne sais pas, avant qu'il y ait un vrai développement technique et technologique qui touche la vigne. Et le fait est que les résultats sont là. Et donc c'est probant. Amazon, à droite. À droite. Allez, encore un. Encore un. Marchez. Bien, très bien. Pour moi, je vois pas d'autre façon pour la vigne que le labour. Parce qu'en fait, les sols, quand on les laboure, on enlève l'herbe, mais en plus on les minéralise. Ça veut dire que la vigne, elle va pouvoir trouver tous ces éléments pour se nourrir. Et puis après, ça va de soi que passer avec un cheval dans la vigne, ça tasse pas les sols. Donc, comme c'est une méthode manuelle, on peut décaler l'outil à n'importe quel moment puisque c'est nous qui choisissons où va aller cet outil. Donc, c'est la méthode, bien entendu, la plus douce. C'est très bien, ma fille, c'est très bien. Avec une machine, on sent pas tout ça, alors qu'avec le cheval, on sent comment le sol réagit. Et ça, c'est aussi enrichissant pour mieux comprendre son terroir. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. Si tu me fais un petit résumé un petit peu de ce millésime.
2011, ça a été un millésime où il n'a pas fait chaud du tout. Ça a été très très précoce à la vigne au printemps. Et puis après, l'été n'a pas été chaud du tout. Donc la maturation a été un petit peu lente. Et donc ce qui est plutôt bien chez nous, parce que du coup, plus la maturation... Lente mais présente. Voilà, lente mais présente, oui. Ça a quand même bien mûri. Moi, c'est ce que j'aime chez toi. Bon, c'est de part également ton recul un peu bourguignon, tu as travaillé en Bourgogne et tout ça. Et on sent quand même qu'il y a une patte, une délicatesse, un toucher de bouche qui est absolument superbe. C'est ce que je cherche à travers tous les millésimes, quoi. C'est toujours avoir de la fraîcheur et puis des vins fluides, assez digestes. Pas... Et surtout sans jamais être marqué par l'élevage, tu vois. C'est vraiment le respect du fruit à l'état pur et c'est ça qui est bien. Pourquoi, avec Baptiste, on a bien accroché? C'est non seulement de par cette petite feuille blanche que je résume très souvent, que j'ai reçue avec la première bouteille. Baptiste, bien sûr, m'appelle en me disant « Marco, je suis désolé, j'ai pas encore mes capsules n'étaient pas encore sur la bouteille, tu vas voir, il n'y a pas de capsules, j'ai juste l'étiquette, je n'avais pas encore acheté mes capsules. » Enfin, voilà, ça c'est des choses qui sont extraordinaires, c'est des gens qui sont certes un petit peu culottés, et c'est bien, et il en faut, parce qu'il y a confiance en son vin. Et donc ça, c'est très important. Bon, non seulement c'est quelqu'un qui a travaillé chez des vignerons de renom, donc il y avait quand même une base, quand j'ai lu cette petite feuille qui était très rapidement résumée, commencer dans un garage avec 0,34 hectares ou quelque chose comme ça. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Et là, on remonte à 3 ans et demi, pratiquement, et je m'en rappelle comme si c'était hier. Et je dis, ça c'est bien, ça c'est... Et pourtant, la bouteille, je me rappelle, tu me rappelais 2-3 fois où je dis non, j'ai pas eu encore le temps de goûter. Non, 5-6 fois. Ouais, bon, voilà. Donc j'ai pas eu le temps de goûter. J'ai pas eu le temps de goûter parce que quand on goûte, on essaie de goûter dans de bonnes conditions, on essaie d'être plusieurs sommeliers et tout ça parce qu'on essaie d'en faire profiter tout le monde quand même. Et donc c'est vrai que cette fameuse soirée où j'étais avec mon assistant d'époque et j'avais mis la bouteille un tout petit peu au frais et je l'ai servi à l'aveugle. Et au début, c'est vrai qu'il y avait l'histoire, il y avait le fond d'histoire dans ma tête qui traînait et tous les deux en même temps, on se mettait dans le verre, on se dit waouh. Et donc là, on arrête le service. Chose qu'il ne faut pas dire, mais on arrête le service et on se concentre plus de 30 secondes sur le verre en disant « Waouh, là, il y a quand même quelque chose dans le verre ». Et c'est à partir de là où je t'ai rappelé dans la foulée. D'accord, ok. C'était... Tu t'es agrandi un tout petit peu depuis quelques temps, mais bon. Mais c'est vrai que quand tu as commencé avec ton moins d'1 hectare, quand on s'est rencontrés la première fois et tout ça, mais au moins ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé la même ligne de conduite, on a gardé la même philosophie, et c'est ça qui est payant, parce que tu ne bascules pas dans l'industrialisation du vin, tu resteras toujours dans une approche quand même artisanale, faut le dire. Artisanale avec ses qualités et ses défauts également. Moi j'aime bien des vins qui ne sont pas nécessairement totalement parfaits, qui sont peut-être un tout petit peu plus rustiques, un petit peu plus bruts de décoffrage, mais ça confine quand même un caractère et une identité au vin qui est complètement différente. Et c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Ok, on continue avec le Sablé 2010. Alors, Sablé, c'est pareil. Ça, c'est mon vin, Bertrand Stellin. Ça, c'est 10 en bouteille. Hein. Ça, c'est 10 en bouteille, oui. C'est plutôt sur les coteaux ou... Ça, c'est plutôt sur les coteaux, parce que c'est dans le prolongement des dentelles de Montmirail, sur les coteaux de Sablé. Et donc là, on est vraiment sur un terroir de sable. Grenache. De Sablé. Grenache majoritairement à 70%. 25% Mourvèdre et 5% Syrah. C'est sympa, hein. C'est sympa comme vin, on a un côté un peu crémeux en bouche. Les tanins. Un joli fruit rouge. C'est bon ça. Bien précis, hein. Je trouve pour un 10, il y a pas mal de 10 qui sont assez fermés. Pardon? Il y a pas mal de 10 qui sont assez fermés maintenant, je trouve. Ça, c'est vraiment ouvert, c'est bien épicé. C'est frais, hein. C'est joli, hein. Allez, on attaque avec le Gigondas. On continue avec le Gigondas. Domaine Payen et Piégu 2010. Alors, majoritairement Grenache à 80%. 10% de Syrah et 10% de Mourvèdre. Et là, rappelle-moi donc, les marchés où tu étais déjà. Alors les marchés où j'étais déjà, une toute petite partie au Royaume-Uni, très
très peu aux USA et T'es pas en Scandinavie par exemple? en Scandinavie, je suis pas du tout. Donc ce serait libre, c'est libre. En Asie, tu vends ça? En Asie non plus. C'est vraiment super joli. Une belle fraîcheur. Plein d'épices, hein, des épices douces un petit peu. Une belle finale. Joli vin, pas marqué par l'élevage. Très bien. Ensuite, on va passer sur J'aime bien le packaging, hein, c'est une belle étiquette. Toi, t'es pas en conversion bio? Non, on pourrait y être parce qu'on travaille quasiment en culture biologique, mais il faut qu'on passe, faut qu'on y passe. Ça vaudrait la peine, c'est un petit plus toujours. Hein. Bien sûr. Alors Bertrand, c'est un bon stéréotype de nouveaux vignerons avec lesquels on aime bien travailler. Notre premier critère de recherche, c'est la qualité. Donc on cherche des gens qui savent travailler un terroir, en exprimer une belle qualité. On cherche après des gens qui savent bien présenter leur vin. C'est important d'avoir un packaging qui soit vendeur, qui va bien se présenter, que ce soit sur une table de restaurant ou bien chez des cavistes. On travaille dans des réseaux spécialisés qui sont assez exigeants. Et après, on cherche aussi une relation, parce que c'est vrai qu'on aime bien travailler avec des gens de la jeune génération, parce qu'on a plus de communication facile. C'est des gens qui ont un petit peu plus d'ouverture d'esprit qu'à l'ancien temps, c'est un peu moins cloche-merle, on va comparer, parler de ce que fait le voisin, en bien, en mal, etc. C'est des gens qui essaient d'avancer, qui ont une approche collective de leur travail par rapport à leurs collègues, c'est assez agréable. Donc ça, c'est la bouteille de la mise en bouteille que tu as fait cette semaine. Ouais, on a terminé samedi. Une belle robe. On voit que la filtration s'est bien passée parce que c'est bien rapide. C'est joli. Je suis contente parce que je trouve même au nez, le bois est présent, mais il reste bien fondu. C'est bien, c'est frais. Tu as quand même une petite pointe d'acidité qui est présente. Donc c'est agréable. Sur l'été, ça va être agréable. On a un retour aromatique important. Ouais. Chaque vigneron qui fait un travail de qualité se ressent. Et du coup, un travail de qualité est forcément récompensé. Et par le client, donc dans les bars à vin ou choses comme ça, et par les bonnes tables également. On parlait donc les sommeliers qui font la sélection Je crois que ce qui est important, et c'est un travail de concert, c'est effectivement la qualité, la régularité. Et il faut bien se l'avouer aussi, il y a une force de vente importante qui fait que, bon, faut vraiment le dire, il n'y a pas que du rêve, etc. Mais qui fait qu'il faut être présent sur le terrain et proposer le produit. Moi-même, je me déplace auprès de la clientèle pour faire goûter les vins, les nouveaux millésimes, j'anime des soirées, voilà. Et tout ça fait que ça commence et j'en suis ravie, à payer. Payer, ouais, voilà. Ouais, voilà. Et effectivement, mais ça commence par le vin de qualité. Ça, c'est évident, ça part de là. Et c'est un travail d'équipe, c'est clair. Maintenant, pour Elisabeth, la prise de risque, ça a été je m'installe et je suis en bio. C'était plus ça qui était, au lieu d'essayer de... Mais c'est ça qui est bien chez elle, elle a de suite lancé le produit qui lui plaisait, quoi. Voilà. Il est là, le chef. Salut, chef. Bonjour. Ça va? Ça va, Loli? Oui. Salut, les gars. Il va pleuvoir ou pas? Je crois pas. Moi, j'ai pas l'impression non plus. Pas l'impression. Il devrait faire beau. Bon. On va goûter ces vins? On va goûter les vins. On commence par le chardonnay. Ouais. Ben, c'est très bien ça.
Ouais, ça sent encore. Ça sent encore? Ouais, ça sent le vernis, vous sentez? La Ouais. colle scotch, ça sent. Vous le boirez? Bah heureusement. Bon. Pourquoi? Tu crois qu'il va le garder, ce goût? La première fois, c'était là, et Colette n'était pas là, je sais pas, elle était à la gymnastique, et je l'ai vu débarquer un soir, je devais être en train de souper. Et bien, ma foi, elle s'est présentée, comme je vous le disais. Je m'appelle Laureline Laborde, je viens d'acheter la ferme des Pacnès, et elle m'a tout de suite dit ce qu'elle voulait faire, c'est-à-dire faire sa vigne, vendre son vin, retaper les Pacnès, parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail à faire dedans, faire un gîte. Mais tout de suite, je dis, il y a un climat de confiance qu'on a eu, quoi. Je pense que c'était réciproque, mais c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi, et des fois ça passe avec des gens, puis voilà. C'est quelqu'un de travailleur, compétent, elle est capable de faire du vin. Elle est capable de tout faire du sol au plafond. Je l'ai vu à l'œuvre aussi bien faire du béton, du parquet, du chêneau, n'importe quoi, et du placo, et tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que dans une journée, il n'y a que 24 heures, et je lui ai dit dès le départ, et là, si vous voulez mon avis, faudrait qu'elle se trouve... faudrait qu'il fasse deux, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, tout ce que je peux lui souhaiter. Tu m'avais dit un jour, ben, chez nous, quand il y a une naissance, on plante un arbre. Oui. Elle m'avait dit ça, je sais pas comme ça, et puis j'avais bien enregistré, quoi. Alors, de temps en temps, je lui dis, j'espère que je planterai un arbre un jour au Pacnès. Voilà. Vous savez tout. Jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, on vendangeait d'un seul trait les vignes, l'ensemble du vignoble, parce qu'on se posait peut-être un peu moins la problématique de la qualité. Alors moi je recherche une maturité assez poussée. Je veux des tanins fins, donc je ne vais pas hésiter à attendre même 10 jours s'il le faut, voire davantage, si mon raisin n'est pas mûr. Selon le vin qu'on va vouloir élaborer, on va aller chercher plus de fraîcheur sur des pans exposés au nord et plus de maturité, plus de puissance sur les pans exposés au sud. Oui, c'est une réflexion personnelle que je me fais chaque année en fonction des vins que je veux élaborer. Et cette année, c'était assez tardif et puis on a eu quand même de grosses chaleurs qui ont précipité un peu plus les choses là. Et puis après, pour finir sur une fin de maturation là, depuis 10-15 jours où il fait beaucoup plus frais, plus frais. Donc c'est mieux pour le raisin blanc, quoi. Parce qu'après, si la maturation est trop rapide, il y a justement un manque d'acidité et ça a tendance à faire des vins un petit peu plus mous, qui manquent un peu de vivacité. Donc d'ici là qui va jusqu'au bout de la vigne, j'ai 4,5 hectares de ce côté-là. Et je vais acheter la partie qui est de l'autre côté. Donc c'est mes parents en fait qui mettent dans le financement. Vu que bon, les banques, surtout dans la région, elles ne croient pas du tout en la viticulture. Surtout en un projet comme le mien, où il y a une valorisation du produit assez importante, quoi, avec un produit qu'ils ont quand même relativement cher. Donc tous ces organismes n'y croient pas du tout, ils me disent c'est pas possible, vous n'arriverez pas à vendre des bouteilles à ce prix-là. Et pourtant c'est ce que j'arrive à faire. Et j'en parlais la dernière fois avec un sommelier qui m'a dit si vous voulez,
je les appelle et je leur explique que je leur parle. Je leur dis, ben, écoutez, le jour où j'en aurai besoin, je vous demanderai de le faire éventuellement. Bande de branleurs. Pourquoi bande? Donne de la voix, Didi, un peu. C'est une année qui est assez difficile, qui a été difficile pendant toute la période qui est propice aux maladies. Et puis là, au niveau vinification, on rentre des raisins qui ne sont pas toujours tout à fait mûrs comme on voudrait. On a eu pas mal de précipitations, donc c'était un peu à choisir entre l'état sanitaire de la vendange et puis la maturité. Ça demande plus de travail en cave, plus de surveillance. Les levures, en fait, elles se trouvent sur la pellicule du raisin. Et il y a eu tellement de pluie que ça a été bien lessivé. Et donc les départs en fermentation sont difficiles et puis il fait froid aussi. Donc c'est assez... Oui, il faut suivre encore plus que les autres années, quoi. Un jour il est arrivé en lui disant bon j'ai à peu près 50 heures de vigne qu'on me prête là. Bon j'ai dit bon c'est un caprice, ça va durer 2 ans. Et puis, bon. Puis il n'avait rien quoi, il n'avait aucun matériel, il commençait à gagner sa vie un peu à part en coupant du bois. Les vendanges arrivent, donc il achète ce qu'il faut, 2 cuves. Sa première année je crois qu'il a fait 400 bouteilles. De cuves, des fûts qu'il voulait mettre dans le salon. Dans le salon, on a refusé. Si on avait su l'avenir, on aurait dit oui, bien sûr. On a refusé. Puis dans sa chambre, on a refusé 11 mètres carrés. On a refusé. Je dis, il y avait une voisine qui est gentille, qui a une résidence secondaire avec un garage. Et j'ai dit, on va lui téléphoner. Elle lui a donné la moitié de son garage. Et voilà, donc elle a mis en bouteille. Puis il porte ça à Paris. Au Cave Taïwan et au Bristol, je crois, ou après au Bristol, au Cave Taïwan. Bon, et 3 mois après, le sommelier, chef des caves, lui dit vous avez fait un grand vin. Et puis il m'a dit tu sais papa, il a des phrases comme ça, tu sais papa, avec le vin faut rester modeste. Et ça j'ai apprécié. Et ça représente bien Baptiste, quoi. Son frère aîné nous avertissait qu'il avait une force terrible. Et nous, on le voyait comme un enfant fragile. C'est bien les parents. On avait mis combien là 66. J'aime bien goûter le jus de raisin. Ça donne une première indication, puis après souvent c'est des choses auxquelles on se souvient, et puis quand on goûte le vin après, une fois qu'il est en bouteille, ça aide à comprendre tout un tas de choses, et à comprendre comment est le vin, quoi. Loli, je suis en regret de te dire que tu vas être obligé de monter dans ton pressoir. Non, regarde, Nanar, il est bon, il écrase, lui. C'est le dernier pressoir, oui. Parce que cette année, il y a eu un peu des soucis avec la quantité. Ok. Bon, allez, c'est parti. Je pars à l'échelle.
Là, je fais un remontage. Donc, c'est l'opération d'extraction des tanins et de la couleur et des arômes. C'est un peu comme une infusion ou un de thé. Donc, en fait, il faut que je prends le jus qui se trouve en bas de la cuve et on dit qu'on mouille le chapeau de marc qui se trouve au-dessus. On est vraiment en contact avec la matière à ce moment-là. Mais bon, ça reste tout de même un métier difficile, assez physique, ouais. C'est vrai, de toute façon. Après, bon, on manque pas de courage. Le physique, c'est autre chose, hein. C'est vrai que... Tu me dis si c'est pas bon. Non, mais à mon avis, il n'est pas démarré ce que j'ai écouté ce matin quand c'était tout calme, que tout le monde dormait là. Ouais, non, pas du tout démarré. En même temps, c'est le deuxième jour. Hein. Ouais. Faut pas s'affoler. Hein. En fait, on regarde si le vin démarre sa fermentation. Il y a quelques soucis là, ça fait 2-3 jours que c'est pas parti. C'est pas du tout démarré. Non. Une fois qu'il démarre la fermentation, en fait, il y a du gaz carbonique, du CO2 qui va être produit. Et ce gaz, en fait, va protéger les vins. Et tant que la fermentation n'a pas démarré, en fait, le vin n'est pas protégé. Donc, dans le pire des cas, si ça ne part pas, on levurera avec des levures commerciales. Parce qu'on n'est pas non plus au point de perdre sa récolte. Voilà, pour pas utiliser des levures du commerce. C'est pour ça les vendanges, on regarde pas l'heure et on vit pour le vin parce que c'est à ce moment-là qu'on le fait le vin. Donc faut pas se dire je vais aller me coucher là, on verra demain ou après-demain. Non, ça se surveille. À la fin des vendanges, je suis au lit, hein. Allez au lit. À la Thank you.